Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur cette visioconférence sur la téléconsultation, donc co-organisée par Miroir Social en partenariat avec AXA. Donc, on va parler donc de téléconsultation dans le cadre des contrats collectifs en santé dans les entreprises, mais également téléconsultation dans le cadre de la médecine du travail, hein, les services de santé au travail interentreprises qui se sont mis à la téléconsultation dans le cadre de la crise épidémique. Donc, on va avoir deux volets dans cette visio qui va durer 1 heure. Donc, merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation. Je vous invite vraiment à interagir. Donc, nous sommes pour l'instant trois. Donc, je suis Rodolphe Elderlé, je suis le responsable rédacteur en chef du média Miroir Social. Et donc, nous avons trois intervenants. Donc, deux représentants d'AXA avec Sophie Mandelbaum, tu es en responsable des partenariats avec les partenaires sociaux au sein d'AXA France. Docteur et deux docteurs, Maria Bestero, donc vous êtes en charge du tout le pôle téléconsultation du côté de l'assistance. Et vous allez nous parler un peu du positionnement de l'approche. Anne-Michèle Chartier, vous êtes également médecin du travail et présidente du syndicat CFE-CGC des services de santé, des professionnels de la santé au travail dans les services, voilà. Et Bruno Dupuis, co-auteur du rapport sur la santé au travail il y a 2 ans avec Charlotte Lecoq et Henri Forest, qui va nous rejoindre. Voilà, donc on va avoir une vision globale. Donc on a 1 heure. Profitez-en dans la salle pour utiliser le chat et les questions. Vous pouvez soit choisir de poser votre question par le chat ou alors de façon peut-être un peu plus formalisée par les questions. N'hésitez pas. L'idée, c'est d'interagir au maximum pendant la petite heure qui nous est consacrée. Donc, on va commencer par la téléconsultation. Qu'est-ce que ça a donné? Vous, AXA, vous êtes une des entreprises qui a été une des premières, peut-être parmi les premières, à instaurer le dispositif de téléconsultation dans vos contrats santé. Donc, comment ça se caractérise en termes d'offres et de conditions d'accès. Donc, Sophie ou Maria? Oui, je veux bien répondre sur cette partie. Donc, AXA a décidé de lancer la téléconsultation en 2015. Donc, c'est vrai qu'on a été la première entreprise à se lancer dans cette aventure. À l'époque, à obtenir les autorisations pour le faire, c'était assez encadré, assez compliqué à mettre en place. Quel est le parcours? Qu'est-ce qu'on offre en fait? On offre un service de téléconsultation de médecine générale, H24/7 à tous nos clients d'un contrat collectif, par exemple. Ils ont accès aux services de manière très simple, soit en composant un numéro de téléphone qui leur permet d'accéder directement au service, soit sur Internet, sur un site qui s'appelle Bonjour Docteur. Et là, ils peuvent prendre rendez-vous et télécharger, ouvrir déjà un compte et ensuite prendre rendez-vous et faire la téléconsultation depuis le site. Donc, ce sont deux moyens d'accès assez simples. Ils n'ont pas à se préenregistrer ou à renseigner des documents puisqu'on a accès à une base de bénéficiaires du service. Et c'est nous qui vérifions l'éligibilité des appelants. Donc, il n'y a absolument rien à faire côté patient. Entendu. Et c'est combien de médecins donc c'est des médecins salariés, c'est ça une des caractéristiques? Voilà. Alors après, en ce qui concerne l'équipe, notre caractéristique, c'est que nous avons un pool de médecins généralistes salariés de l'entreprise. Ils travaillent à temps partiel chez nous. Ils ont une activité clinique à l'extérieur. Donc, soit ils ont un cabinet, soit ils travaillent dans un centre de santé. Certains travaillent dans des CCSU, des services adossés aux services d'urgence, soit les services de médecine générale, d'autres dans des structures de type SOS ou des choses comme ça. Et ils partagent leur temps entre leur activité clinique à l'extérieur et leur activité chez nous sur site à Châtillon. Entendu. Et alors, quel est leur statut exact? Parce que leur statut exact, ils sont salariés en CDI d'une entreprise, comme AXA Partners France, par exemple, en ce qui nous concerne. Donc, à ce titre, ils sont comme tout collaborateur, ils sont en statut cadre, hein, bien sûr, et ils sont coachés, ils ont un manager, ils ont les droits et les devoirs de tout salarié d'une entreprise. Donc,
Ce choix a été fait parce qu'on voulait que la pratique soit homogène, on voulait pouvoir donner, par exemple, là on l'a vu lors de la crise Covid, rapidement, les doctrines changeaient tous les jours, donc il fallait qu'il y ait un encadrement pour qu'ils sachent en arrivant qu'est-ce qu'il fallait faire, ça changeait en permanence. Vous voyez, on voulait une forme d'unité aussi, d'esprit d'équipe, puisque l'avantage d'avoir des médecins salariés, c'est on peut faire des points réguliers, on peut faire des revues de dossiers, on peut s'enrichir mutuellement des connaissances que chacun peut avoir de par son expertise. Donc, c'était notre pari, en fait, de choisir ce modèle-là. Et on en est très content aujourd'hui. Ok, c'est ok. Mais donc ils ont un droit ils peuvent prescrire. Oui, alors, dès lors qu'un médecin exerce, et en téléconsultation, il a toutes les prérogatives du présentiel. C'est lui-même qui va se fixer des limites par rapport à l'examen clinique qu'il ne peut pas faire. Mais il peut prescrire, oui, bien sûr. Ce qu'on ne peut pas faire, ce sont des certificats, puisque bien sûr, on ne peut pas certifier avoir examiné la personne. Donc là, on ne peut absolument rien certifier à proprement parler. Mais sinon, il a toutes les possibilités, oui, de prescription. Alors, avant de passer la parole à Sophie, pour avoir peut-être aussi une vision globale un peu sur ce que ça donne, c'est euh, quid par exemple, sur les arrêts de travail. Mhm. Est-ce qu'ils peuvent prescrire ou alors dans quelle mesure la crise épidémique a fait évoluer entre guillemets la doctrine AXA là-dessus? Alors, ils ont toujours pu prescrire, mais ils n'ont pas souhaité le faire. L'avantage d'avoir une équipe de médecins sur site, c'est qu'on peut discuter avec eux des process et on peut faire évoluer les choses. Donc, au départ, collégialement, on avait décidé de ne pas faire d'arrêt de travail. Il faut se resituer dans 5 ans. Hein. On était les pionniers, on était les seuls à le faire, on était très regardés. Donc, il y avait une crainte quand même de faire un certain nombre de choses. Est-ce qu'on n'allait pas trop loin? Jusqu'où pouvait-on aller? En 5 ans, les pratiques ont évolué, bien sûr, l'expérience est là. Donc, lorsque nous nous sommes retrouvés à gérer ce volume d'appels et cette problématique Covid, très rapidement, les médecins de l'équipe sont venus me voir en me disant « Attends, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on puisse faire des arrêts de travail. C'est ridicule de suspecter un Covid très fortement et de l'orienter aux urgences parce qu'on ne peut pas l'arrêter et ça n'a pas de sens. » Donc, effectivement, pendant la crise, on a fait évoluer nos procédures et on a établi des arrêts de travail lorsque les conditions, évidemment, s'y prêtaient, en suivant les recommandations à chaque fois du ministère de la Santé, bien sûr, puisque ça a évolué, ça a beaucoup bougé. Sujet fragile, sujet qui vit avec quelqu'un de fragile, etc., facteur de risque. Donc, tout ça évoluait assez régulièrement, mais on a quand même réussi à y coller au plus près. On a fait quelques arrêts de travail, même pas mal, pendant la crise Covid, oui. Ok. Après, il faudra bien, dans l'ensemble de l'échange que nous aurons là maintenant, bien distinguer ce que AXA propose aux entreprises et aux salariés et ce pourquoi il a été créé. Et là où on a eu le temps de le penser, hein, et puis la situation exceptionnelle, la période Covid, et où là, comme tout le système de soins, on a été dans la nécessité de répondre à l'urgence. Voilà, donc il faudra bien avoir les deux contextes en tête, c'est très différent. Ouais, mais c'est aussi intéressant d'avoir justement ce point de comparaison au moment où on se Tout à parle. fait. Ouais, Ouais. ok. C'est ce qu'on avait aussi envie de partager avec vous. Enfin, en gros, ça date. Le service a été mis en place en 2015. Donc moi, mon rôle en tant que chargée de relations extérieures, c'est de partager les sujets d'innovation santé, les évolutions des contrats de complémentaire santé avec les organisations syndicales et les représentants des salariés, les représentants des employeurs également, pour voir comment ceux qui négocient les régimes de protection sociale dans les entreprises ou les branches, comment ils imaginent les services, pour quelles innovations ils ont des appétences et également à quelles conditions. Notamment, et là Maria pourra nous raconter la genèse de la téléconsultation médicale et comment ça s'est passé à ce moment-là. Bien évidemment, il y a eu beaucoup d'interrogations, même sur la sécurité des données, sur est-ce que ça peut être, comment peut-on mettre en place quelque chose pour que l'assureur qui
assure la complémentaire santé ou la prévoyance puisse aussi être, sans qu'il y ait de risque d'interférence, celui qui accueille le patient et peut aller jusqu'à prévoir une ordonnance, enfin, proposer une ordonnance. Entendu. Ouais, justement, tu parles, Sophie, tu parles quelque part d'acceptation sociale, hein, de la téléconsultation. Maria, là-dessus, sur ce côté, quand on a préparé l'entretien, on en parlait. AXA propose en inclusif dans les contrats un service accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans quelle mesure, justement, en termes d'acceptabilité sociale, on pourrait y voir un pouce à la consommation, quoi, une approche consumériste, c'est-à-dire que des personnes vont appeler pour un oui, pour un non, leur médecin, etc. Dans quelle mesure, là, c'est quoi l'argument que vous pouvez avancer par rapport à ça? L'argument qu'on peut avancer. Disons qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin peut-être de joindre un médecin. On est dans une période où on sait que beaucoup de régions sont pas sous-médicalisées, c'est pas joli, mais sous-denses, hein, c'est le terme officiel, en staffing de médecins généralistes. On connaît la difficulté, même en Île-de-France, de joindre son médecin. Et donc, en fait, on est parti de ce postulat-là, de se dire, tiens, on pourrait organiser ce service qui permettrait d'avoir une réponse, même quand le cabinet est fermé. L'objectif, ou que la personne n'a pas de médecin traitant. Donc, l'objectif n'est pas de remplacer le médecin traitant, mais d'apporter une réponse dans l'attente de la consultation avec le médecin traitant. Les médecins qui exercent chez nous sont médecins traitants d'autres patients. Donc, en aucun cas, ils ne conçoivent le service comme un remplacement de ce qu'ils maîtrisent au mieux et ce qu'ils font à l'extérieur. Donc, pour eux, c'est assez clair. Ils apportent une solution le plus aboutie possible en fonction de ce que permet l'acte de téléconsultation. N'oublions pas qu'il y a un pourcentage de situations dans lesquelles on ne peut pas conclure, on ne peut pas faire de diagnostic. Et donc, notre rôle, c'est d'apporter une réponse dans l'attente de soins ultérieurs. Et parfois, ça peut être une réponse qui suffit aux patients. Je pense pas qu'on pousse à la consommation. De toute façon, les patients, ils vont aller chercher l'info sur Internet et il vaut mieux une réponse documentée d'un expert plutôt que de s'affoler sur les sites plus ou moins sérieux et plus ou moins documentés qu'on peut trouver sur Internet. Et même s'ils sont sérieux, il y a trop d'infos. Donc, les patients s'y perdent. Ils ne voient pas la différence entre les différents diagnostics qui sont évoqués et donc ils sont complètement affolés et en panique. Et ils nous le disent d'ailleurs dans les enquêtes de satisfaction. Ils nous disent, si vous n'aviez pas existé, je serais allé sur Internet ou je serais allé aux urgences. Donc, on a plutôt l'impression, de par notre expérience de 5 ans, qu'on apporte quelque chose plutôt qu'on pousse à quoi que ce soit. Et par ailleurs, et encore une fois, notre modèle ne prévoit pas le remboursement par les caisses, donc on pousse à rien du tout. Au contraire, on évite parfois le passage aux urgences, on évite parfois des consultations physiques. Donc, c'est tout bénéfice, je pense, pour tout le monde. Pour le patient qui a une réponse attentive et experte, et pour la Sécu, puisque de toute façon, c'est pris en charge par le contrat. Entendu. Ouais, parfait. Il y a une question pour vous. Sur vous avez parlé, on a parlé des arrêts de travail. Je pense que c'est plutôt que comment, c'est combien d'arrêts de travail ont été prescrits pendant la crise épidémique? Oh, très peu. Hein. On est sur 300 arrêts de travail à peu près sur plus de 25 000 appels. Donc, c'est vraiment très à la marge. Hein. Vous savez, nos médecins, encore une fois, ils sont médecins et ils vont pas prescrire tout et n'importe quoi. Et c'est pas parce qu'un patient éventuellement nous demandera quelque chose qu'il l'obtiendra. On reste très, très attentif justement à ne pas dépenser inutilement et on respecte les recours de l'HAS dans chaque situation. On va faire attention à ce qu'on prescrit. C'est aussi vrai pour les prescriptions. Hein. On ne prescrit pas l'Argamanus. C'est pas l'objectif. On peut prescrire un traitement symptomatique si ça apporte quelque chose dans l'attente d'une consultation, des antidouleurs, des choses comme ça. Très peu d'antibiotiques au final parce qu'il n'y a pas d'examen clinique et peu de situations s'y prêtent. Mais la prescription n'est pas non plus la panacée. On fait attention à ce qu'on fait comme au cabinet. Et ben, là, vous parlez 25 000 appels, c'est sur quelle période? Sur la période Covid, entre le 1er mars et le 30 mai, on a été déconfiné le 11 mai, mais disons jusqu'au 30 mai, on a reçu plus de 25 000 appels. Donc,
voyez, 300 à travail, c'est ridicule, hein, c'est Ouais, pas beaucoup, mais c'était pertinent de le faire pour ces cas-là, pour leur éviter justement de sortir et de éventuellement contaminer d'autres personnes, surtout à la période où on avait du mal à acquérir des masques. ok. Sophie, est-ce que il est possible peut-être d'avoir des chiffres, donc 25 000 appels sur la période, de façon plus globale, c'est donc l'ensemble on a un contrat collectif AXA en santé, il y a ce service qui est proposé. Qu'est-ce que ça donne en termes de global depuis l'historique et en termes d'usage dans le cadre des contrats collectifs, en termes d'usage moyen? Il n'y a pas d'usage moyen, puis en plus c'est trop récent pour qu'on puisse donner des chiffres intéressants, hein. Ça date de 2015, ça suppose, on en saura plus dans quelques années, hein. Ça sera plus intéressant dans quelques années, mais là pour l'instant c'est en train de se mettre en place, c'est un usage auquel les salariés ne sont pas habitués. Il y a aussi une question très importante de connaissance par les salariés de cette possibilité qui a été mise à leur disposition. Et c'est vrai d'ailleurs c'est vrai pour la téléconsultation médicale, mais c'est vrai pour tous les services qui sont mis à leur disposition dans les contrats. Et on le sait bien en matière de prévention, hein, où on a du mal, tout le monde a du mal à ce que la prévention soit pleinement utilisée, hein. Donc on retrouve le même sujet avec la téléconsultation médicale. Comment fait-on avec les employeurs, Oui. avec les représentants des salariés, pour que les salariés connaissent cette possibilité et l'utilisent à bon escient. Voilà. Après, il y a eu sur toute la France une augmentation, une plus grande facilité de passage à l'acte dans l'utilisation du digital, sur la TCM aussi. Et on verra après si ça continue. Le but, c'est pas que la TCM soit utilisée. Le but, c'est qu'elle soit quelque chose en plus pour le salarié, qui le mette en confiance, en sécurité dans l'écosystème que représente le parcours de soins aujourd'hui. Et pour toi, Voilà. on est on est dans une logique. Après, je vous passe la parole, Anne-Michel. Mais on est dans une logique de prévention. Alors, ça contribue à la prévention. Peut-être Maria, tu peux donner l'exemple de cette Oui, personne. on peut, hein, parce qu'on peut en fin de consultation, je sais que les médecins le font, vérifier les vaccinations, surtout pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant, faire des rappels sur tous les examens qu'il faut faire de manière systématique en fonction de l'âge, etc. Même si la question au départ ne porte absolument pas sur ce problème-là. Donc, les médecins profitent de l'occasion qui nous est donnée pour exercer comme ils le feraient au cabinet. Donc, ils font de ce type de rappel également. Vaccins, examens complémentaires, frottis, mammo, enfin tout ce qui peut être rappelé à nos patients, on le fait. Il y a deux choses que je tiens vraiment à rajouter, excusez-moi. Sur cette question de la prévention, on imagine souvent que les personnes hypocondriaques vont surutiliser le service et que quelque part c'est idiot de leur rajouter une possibilité de plus de consommer. Ce à quoi on pense moins, c'est le fait que les Français surestiment leur état de santé et il y a une partie de déni ou de déni par rapport à ce qu'on est, à l'état de santé dans lequel on est. Et il y a eu un cas, je crois, assez récent d'une personne qui, c'est là que je souhaitais que Maria Oui, raconte pardon, l'histoire, j'avais pas parce que saisi la. ouais, je trouve que c'est vraiment Alors, caractéristique de ça à quoi ça peut servir. d'accord, ça peut servir. Alors, il y a effectivement les deux extrêmes. Vous avez des patients qui sont un petit peu anxieux, qu'on a en téléconsultation et que d'ailleurs on peut orienter vers de la consultation avec un psychologue, un entretien avec un psychologue, hein. On a cette offre-là également. Et puis, à contrario, vous avez des patients qui appellent pour se rassurer. Alors, il y a ceux qu'on peut rassurer parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose, mais il y a ceux qui ne peuvent pas rassurer. Par exemple, quelqu'un qui vient de faire un footing, qui a 45 ans et qui a une douleur dans le bras gauche et qui nous dit, bon, je vais quand même pas aller aux urgences, je vais très très bien. Non, ça, on peut pas rassurer. Et là, on transfère directement au SAMU de la région. On discute avec le régulateur. Il y a une équipe qui arrive et cette personne se retrouve sur une table de de coronarographie 2 heures plus tard parce qu'en fait, il est en train de boucher une artère. Donc, à partir du moment où vous mettez en place ce genre de service, vous devez prévoir aussi les 1% d'appels qu'on va réorienter vers les services d'urgence parce que les gens appellent sans se douter que leur situation, elle est près d'être catastrophique. Donc, ce type de patients qui ont des douleurs thoraciques typiques ou non, ou œsophagiennes typiques ou non, et qu'on réoriente directement vers les services d'urgence, on en a régulièrement. Et bon, est-ce qu'on leur sauve la vie? Je ne sais pas. En tout cas, on leur fait pas perdre de chance.
en les orientant, en les mettant dans le bon circuit le plus vite possible, les suspicions d'AVC également. Non, vraiment, il faut voir le service pour ce qu'il est. Il ne remplace rien du tout. Il occupe une place, comme l'a dit Sophie, dans le parcours de soins en complément de ce que peut faire un médecin généraliste, de ce que peut faire des structures type SOS, de ce que peuvent faire les urgences, de ce que peut faire éventuellement des centres d'appel comme les SAMU, hein, parce que les gens vont peut-être plus facilement, une fois qu'ils y ont goûté, utiliser notre numéro. Et ils savent qu'ils seront réorientés de toute manière. Donc, c'est un complément utile. Il y a une question sur la durée moyenne de l'appel. Est-ce que c'est encadré Alors là, c'est le médecin qui fait. J'ai envie de vous dire, c'est entre 12 et 15 minutes, très précisément. Puisque ça, on peut le voir. Ça dépend des médecins. Il y a des médecins qui sont un petit peu plus rapides que d'autres. C'est vraiment comme… Ce sont des médecins généralistes, donc il n'y a aucune raison que chez nous, ils fassent différemment de ce qu'ils font dans leur cabinet. Ils ont chacun leur personnalité, leurs habitudes de prescription. On essaie que ce soit homogène, évidemment, parce qu'on veut bien resuivre les recours, mais sinon, ils sont indépendants aussi dans leur exercice. Comme ils sont salariés, ils peuvent peut-être prendre peut-être plus de temps. Oui. Enfin, à ce niveau-là, il n'y a pas de contrainte. On utilise un logiciel du marché. Donc, c'est un logiciel comme certains médecins, plusieurs milliers de médecins utilisent au cabinet. Il y a un secrétariat qui prend les rendez-vous. Donc, tout ça se passe en harmonie. Ils discutent entre eux via Teams. Donc, Madame Machin rappelle, est-ce que tu la prends tout de suite ou est-ce que je la remets après? Enfin, c'est comme un cabinet. Il y a un cabinet de groupe, on va dire. Entendu. Il n'y a pas de contrainte, en tout cas de ma part, ni de, si c'est ça la question, on n'impose pas de rythme particulier. Chaque nouvel entrant, il a un temps plus long. Chaque médecin qui arrive, on lui laisse s'acclimater parce qu'il y a non pas sa pratique, mais toute la partie technique. Hein, on l'a bien vu aujourd'hui. Donc, non, tout ça est fait en bonne intelligence. Entendu. Merci à toutes les deux. Bruno Dupuis, merci de nous avoir rejoints. Donc, ton micro est bloqué, mais bonjour. Voilà. Bonjour Bruno. Bonjour. Et donc, Anne-Michèle Chartier, je vous passe la parole. Donc, vous êtes aussi médecin. Vous êtes médecin du travail, donc dans un service de santé au travail parisien, et également présidente, vous avez une vue macro parce que vous êtes présidente de la CFE-CGG, des services de santé au travail. Voilà, des services. Donc, la téléconsultation en santé au travail n'a pas du tout le recul de 2015. Le recul, c'est le 17 mars avec le confinement, où nous avons été confrontés, comme tout le monde, au confinement des salariés. Et pendant 15 jours, nous avons dû tâtonner et il a fallu à peu près une quinzaine de jours pour que les services commencent à se poser la question de comment on pouvait téléconsulter, par quels moyens, qu'est-ce qui était autorisé, qu'est-ce que l'on pouvait faire. Et nous avons donc été jetés dans la téléconsultation excessivement rapidement dans cette période de crise. Il y avait évidemment une demande des salariés, il y avait une demande des employeurs parce que le pays ne s'est pas arrêté. Les salariés étaient chez eux en télétravail, mais ils travaillaient. Donc, il y avait des besoins de visite de reprise après un arrêt, après un Covid, après il y avait des questionnements sur les employeurs par rapport à leurs salariés qui pouvaient ne pas bien supporter le confinement. Donc, il y avait des besoins en conseil médical, en visite médicale, en contact avec le médecin du travail, et on a eu des consultations avec une interface visuelle pour les consultations. Cependant, la limite de l'exercice, c'est que nous, santé au travail, nous voyons des salariés qui sont en poste, qui sont sur leur lieu de travail, en général. Quand le lieu de travail, nous voyons des salariés quand ils sont en poste. Leur lieu de travail, si leur lieu de travail est leur domicile avec le télétravail, la téléconsultation pouvait plutôt bien se passer, avec quelques interférences parfois du conjoint, mais de type. En revanche, lorsque nous avons à voir des personnes qui sont au travail, la téléconsultation est impossible. C'est-à-dire que voir des personnes qui sont dans des magasins, qui travaillent dans des magasins, puisque c'était les magasins d'alimentation étaient ceux qui restaient ouverts,
dans ces cas-là, téléconsulter dans le vestiaire, téléconsulter dans la réserve, c'est pas possible. Donc la téléconsultation en santé au travail a quand même ce côté restreint. Et d'autre part, pour nous, c'est quand même un mode dégradé parce que nous avons besoin de l'examen clinique dans les visites d'entreprise pour des pathologies ostéo-articulaires. Nous avons besoin pour des postes de travail qui nécessitent de la conduite. Nous avons besoin que les salariés aient une vue, de pouvoir vérifier leur vue. Donc, il y avait ce côté examen complémentaire et examen clinique qui, sur certains sujets, nous manque cruellement et peut pas être la réponse complète, totale à notre activité. Le rapport Dupuis-Lecoq avait fait une place à la téléconsultation en évoquant cette solution comme pouvant pallier au manque de médecins du travail. C'est un sujet qui commençait à être exploré mais qui n'a pas du tout été mis en œuvre pour l'instant dans les services. Mais on a bien conscience que certains sujets ne peuvent pas relever de la téléconsultation. Donc, ça sera certainement une aide qui va rester parce que les salariés, lorsqu'ils seront en visite de pré-reprise, par exemple, chez eux, je pense que la téléconsultation pourra apporter un plus plutôt que de faire déplacer les salariés, plutôt que les personnes qui… Visiblement, le télétravail va être aussi une donnée qui va continuer à élargir son champ. Et pour un salarié en télétravail, il y a quelque chose qui a un sens. Il y a quand même peu de restrictions d'aptitude, de restrictions d'aménagement de pause dans le télétravail. Le télétravail est quand même une facilité dans le cas de pathologie. Entendu. Mais par exemple, sur la santé au travail, on parle beaucoup de risques psychosociaux. Et dans quelle mesure, en téléconsultation, vrai ou faux, hein, dans le cadre de visites spontanées, à l'initiative du salarié, est-ce que sur des problématiques qui sont non physiques, hein, dans quelle mesure là, l'échange entre un médecin du travail et un salarié peut se révéler à valeur ajoutée Tout à fait, tout à fait. Surtout que souvent, dans les risques psychosociaux, le salarié demande à nous voir en dehors de ses heures de travail parce qu'il ne souhaite pas forcément que l'employeur soit au courant. Donc, effectivement, c'est une facilité pour le salarié. Le tout, c'est d'avoir un contact, une confiance qui se crée. Et évidemment, quand le salarié a été déjà vu plusieurs fois en visite, qui connaît le service, c'est plus facile. Donc, nous avions absolument besoin de l'interface visuelle pour créer un contact un petit peu plus proche par rapport à un salarié, puis pour voir ses réactions, pour le ressentir. Donc, nous avions besoin de ce contact visuel et pas seulement téléphonique. Mais les risques psychosociaux, c'est tout à fait le cas où on peut répondre par la téléconsultation, bien sûr. Donc là, il y a quand même, comme vous le dites, c'est pas la solution à l'alpha et l'oméga, loin de là, c'est clair. Mais il y a un petit champ qui, dans les visites de pré-reprise, dans les visites à la demande du salarié, qui est ouvert, oui. Ouais. Et puis vous avez découvert à cette occasion-là, alors ça, on n'est pas dans la téléconsultation, c'est un autre registre, mais pour le fait que vous, médecin du travail, vous pouviez assister aux réunions de la commission santé et sécurité au travail dans les entreprises en visio, et ça, c'est quand même aussi un gain de temps énorme pour vous et pour appréhender le contexte collectif d'une entreprise, c'est quand même super intéressant. Mais alors tout à fait, parce que vous savez qu'avec la réforme des CSE, à l'intérieur des CSE, une fois par mois, certaines entreprises mettent des questions de santé au travail. Et de 4 CHSCT, on voit des questions en santé au travail apparaître à de nombreux CSE, à presque tous les CSE. Donc, il est difficile pour nous de se multiplier à ce point-là. Et la téléconférence est utile parce qu'on intervient juste pendant la période, pendant 10 minutes pour répondre aux questions et répondre aux 2 questions qui sont en santé au travail. Donc, effectivement, ça a été assez confortable. Entendu. D'intervenir comme ça, d'être présent et puis de consacrer un petit temps simplement. Donc, c'est tout à fait confortable. Entendu. Vous allez pouvoir reprendre la parole. Alors, il y a peut-être, avant de passer la parole à Bruno, alors des petites questions. Alors, on va y revenir sur le DMP. Il y a une question sur
Maria, peut-être il y a deux questions sur l'interaction entre le médecin salarié d'AXA dans le cadre du service que vous proposez et l'articulation avec le médecin référent. Dans quelle mesure il y a passation d'informations? C'est ça. Le Oui, médecin traitant a un retour, le médecin qui les consulte. Voilà la question. Oui, il y a passation dès lors que le patient est d'accord. Il y a un compte-rendu qui est transmis au médecin traitant, oui. Alors, pour les cas qui ont un intérêt, hein, si vous appelez la téléconsultation pour une rhinopharyngite toute simple et qu'on vous a prescrit du Doliprane, c'est vrai que là, les médecins estiment qu'il n'y a pas de pertinence à envoyer un compte-rendu au médecin traitant pour pas le surcharger. Mais toutes les pathologies qui nécessitent évidemment que le médecin traitant le sache et puisse ensuite soit faire des examens complémentaires, soit faire un bilan, etc. Il y a un courrier qui est adressé, oui, tout à fait. Avec l'accord du patient toujours. Hein. Entendu. Et de la même manière, il y a une lettre d'adressage lorsqu'on adresse aux urgences ou lorsqu'on adresse vers un spécialiste en accès direct. On fait toujours un courrier expliquant la situation et portant nos recommandations. Et tout ça, comme en physique en fait. Et tout ça, ça se retrouve sur le DMP. Alors tout ça aujourd'hui, c'est pas encore sur le DMP parce qu'on a changé de logiciel il y a un petit peu moins d'un an et que quand on a lancé en 2015, on n'avait pas cette problématique de DMP. Mais oui, c'est à l'étude et je pense qu'à terme, on sera en capacité de renseigner le DMP pour tous les patients qui en ont ouvert un. Ça sera fort utile. Comme c'est votre cas, Anne-Michel, vous, médecin du travail, désormais, depuis une action portée par Charlotte Lecoq, le fait que initialement, les médecins du travail n'avaient pas accès au DMP, c'est quand même quelque part symptomatique d'une fracture qu'il y a en France. Alors, oui, mais c'est pas tout à fait ce qui. On a accès en fait, notre accès est fait pour déposer des documents. C'est-à-dire que nous avons à avoir le droit, nous allons pouvoir, au bénéfice du salarié, pouvoir déposer le dossier médical en santé-travail sur le dossier médical partagé. Mais il nous est pour l'instant pas donné l'autorisation de consulter ce dossier médical partagé, toute la partie médecin traitant. Donc oui, ça a un intérêt. Le salarié pouvait déjà demander son dossier médical de santé au travail quand il voulait, il avait le droit d'accès complet. Là, le dossier va être partagé et le médecin traitant pourra avoir des informations sur la partie travail, chose qui lui était totalement inconnue jusqu'à présent. Et, on a quand même des problèmes de logiciel pour le côté faisabilité est pas du tout est un problème qui a été souligné d'ailleurs par les rapports du PUI, par l'IGAS. L'interconnectibilité entre les services de santé au travail sur leurs outils informatiques n'est pas du tout actée actuellement. Entendu. Ok. Bruno, tu auras l'occasion de le développer on est 2 ans après le rapport que vous avez remis, mais par rapport à Anne-Michel Chartier qui expliquait que la téléconsultation s'est ouverte dans les services de médecine du travail au moment du confinement et va s'arrêter normalement, si je ne me trompe pas, il faut me le dire, le 11 juillet. À partir du 11 juillet, la loi ne vous autorise plus, service de santé du travail, à faire de la téléconsultation. Bruno, dans quelle mesure c'est symptomatique quelque part d'une forme d'attentisme, pourquoi pas prolonger, etc., au regard du champ des possibles qu'il y a lié à la téléconsultation dans les services de santé au travail? Oui, d'accord. Oui, je vais répondre. Je vais répondre dans le sens de la question. En fait, le rapport qu'on a conçu avec Charlotte Lecoq et Henri Forest a été remis il y a presque 2 ans maintenant. Si on peut parler d'attentisme, je pense que c'est d'une façon assez générale, puisqu'il y a eu beaucoup de ronds dans l'eau sur les tentatives de lui donner une suite. Il n'y a pas que le rapport Lecoq, Forest, Dupuis, mais il y a également d'autres rapports qui sont intervenus depuis. Et dans notre rapport, c'est un rapport qui visait une approche systémique d'évolution de la santé au travail. Et il y a notamment toute une partie une partie très réduite, parce qu'on pourrait concevoir un rapport entièrement sur ce sujet,
sur les innovations possibles liées au digital, dont la téléconsultation. Ce n'est pas le seul sujet. Aujourd'hui, effectivement, presque 2 ans plus tard, et sorti du confinement, ça a permis de déconfiner la lettre d'orientation, sachant que d'une part, les partenaires sociaux avaient manifesté leur intention de s'emparer du sujet, et que par ailleurs, plusieurs parlementaires avaient co-signé une lettre pour dire que le sujet qui était devenu, avec la crise sanitaire, a mis en évidence, et je crois que Michel Chartier l'a souligné sur les consultations au sein du CSE sur les sujets de santé au travail, qui sont peut-être au long cours, reviennent fréquemment depuis la mise en place du CSE, mais je crois qu'avec la crise du Covid-19, clairement le sujet de la santé au travail et du risque sanitaire est devenu complètement central. Clairement, aujourd'hui, on peut se dire qu'on espère qu'on va sortir de cet absentisme. Je crois que les partenaires sociaux, et Michel Chartier peut-être en parlera, se sont vus, doivent se revoir. Les parlementaires, Charlotte Lecoq notamment, et quelques parlementaires sont très actifs sur les interactions, les auditions aussi avec les partenaires sociaux. Et on peut espérer que les choses maintenant vont bouger. En tout cas, je crois que il y a des enseignements positifs à tirer de cette crise de ce point de vue-là. Mais la partie téléconsultation est un toute petite incise dans le rapport que vous trouvez donc dans une des propositions sous une des propositions du rapport. Je crois que c'est la recommandation 7 de mémoire. Et qui renvoie d'ailleurs dans le corps du texte à tout un enquête qu'on a fait sur la téléconsultation à la page 127 du rapport sur le paragraphe 2.4 en partie 2. C'est Henri Forest qui était ancien médecin du travail d'ailleurs, qui avait largement rédigé cette partie. Entendu. Toujours est-il, c'est quoi c'est symptôme, on est d'accord que le fait que le 11 juillet, les services ne puissent plus faire de téléconsultation, on aurait pu peut-être éviter et permettre de poursuivre l'expérimentation et que chaque service puisse trouver ses marques là-dessus, quoi. Je pense que ça va continuer pour certains cas quand même. En fait, après le 11 juillet, je pense que de toute façon, si on peut dire les choses, je pense qu'il y a des zones grises sur l'innovation ou sur des pratiques qui, j'espère, des expérimentations, ce qu'a dit Michel Chartier, mais ce qu'ont dit les personnes, les co-intervenants d'AXA, c'est qu'en 2015, on est pionnier. Aujourd'hui, la crise du Covid sur le sujet de la téléconsultation dans le cadre de la santé au travail, la médecine du travail a forcément bougé. Et je pense que ça va contribuer à ce que le cadre juridique rattrape la réalité peut-être, et j'espère de façon positive. Après, si vous me laissez quelques minutes, moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire que c'est pas je ne suis pas médecin, bien sûr, mais ce n'est pas la panacée, mais c'est vraiment un outil qu'il faut voir comme complémentaire. De même qu'on n'en parle pas, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais certainement d'autres aspects liés à l'intelligence artificielle qui permettent certainement d'appliquer au sujet de santé au travail, permettent de faire des choses autrement, de façon plus efficace. Il y a la question de l'interopérabilité, effectivement, des systèmes qui est une vraie limite, une vraie question. Alors moi, je prends toujours cet exemple parce que j'y ai été confronté dans une autre vie professionnelle. C'est celui j'ai été confronté quand j'étais le responsable de la directe de la Savoie. Savoie, c'est un département touristique. Il y a des plus fortes concentrations de stations de ski au monde et d'un seul coup arrive
environ 30 à 40 000 saisonniers qui vont dans les stations où vous aimez aller faire du ski, la plagne, les arcs. C'est inabsorbable par le système en place. Je veux dire, on peut se triturer pour trouver des solutions. Je vous passe l'aspect parce que vous êtes tous parisiens, mais le phénomène Vallée, c'est 2 heures de route. C'est des routes qui peuvent être enneigées, dangereuses, et donc on met un camion sur la route. Autant dire que cette situation, je veux dire, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que on a d'énormes trous dans la surveillance médicale au travail. Tout le monde ferme plus ou moins les yeux. Mais on a clairement une population qui présente des risques parce que je veux dire, le saisonnier, c'est quelqu'un qui est pour une partie, hein, parce qu'il y a aussi du saisonnier local, mais qui est pas sédentaire. Donc il y a un certain nombre de risques que je ne vais pas développer. On ne les couvre pas. Je veux dire, là, je pense clairement que la téléconsultation est une piste intéressante, complémentaire, qui ne remplace pas l'examen nécessaire, mais qui certainement pourrait soulager le système et apporter des réponses, je dirais, nouvelles par rapport à ce type de situation. C'est un exemple, mais je trouvais toujours que cet exemple est assez parlant. Merci Bruno. Oui. Bah, justement, peut-être du côté d'AXA, on le voit bien, et Anne-Michel, vous allez pouvoir rebondir aussi là-dessus. Vous avez un témoignage aussi intéressant là-dessus. On voit que les lignes sont en train complètement de bouger sur la santé, l'approche de la santé. Et par rapport à l'exemple de disait Bruno, où les saisonniers, pour parler d'eux, sont pas couverts, sont pas adressés par la médecine du travail, mais sont pas non plus, à mon avis, forcément super couverts au niveau quel est leur degré au niveau de santé en tant que citoyen. Comment un assureur, par rapport aux services que vous pouvez proposer, peut y répondre avec des lignes en amenant des lignes à bouger, quoi. Maria, votre micro est coupé. Ou Sophie. Ah, micro. Voilà, mon micro fonctionne. Je laisserai Sophie répondre sur la partie qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui n'ont pas de médecin traitant, Mais en tout cas, ce que vous avez dit est aussi vrai pour nous, puisque nos patients, ils ont le droit au service quand ils sont chez eux, mais ils ont aussi le droit au service lorsqu'ils sont en déplacement, et notamment lorsqu'ils sont en vacances, loin de leur médecin traitant pour le coup, ou à l'étranger aussi. Ça bouge beaucoup, peut-être pas cette année, mais les années précédentes. On a pu voir que les clients, les patients n'hésitaient pas à nous appeler depuis l'étranger ou depuis, enfin en tout cas loin de leur domicile. Ils ont vraiment intégré pour le coup que ça pouvait apporter une réponse de premier niveau, de premier recours, avant d'aller plus loin si le médecin en téléconsultation décidait qu'il fallait les orienter. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire comme offre? C'est vrai que nos contrats sont en inclusion aujourd'hui de contrats collectifs. On ne fait pas trop d'individuels, je ne me trompe pas. Après, ça peut être un sujet de branche. Voilà, je dirais que tout dépend du périmètre et du cadre opportun. Les saisonniers, soit ils sont couverts par le biais de leur employeur, voilà, qui auront souscrit une complémentaire santé prévoyant la téléconsultation médicale. Et sinon, si c'est des employeurs qui ont besoin d'être un peu plus poussés, incités par je ne sais pas si au niveau de la s'organiser pour y réfléchir. Alors, au niveau de la branche, au niveau d'un territoire, voilà, il y a des choses à mettre en place. Mais il ne s'agit pas, avec la téléconsultation médicale AXA, on n'est pas en train de proposer une solution. Là, en tout cas, dans le cadre où on est en train de discuter dans ce webinaire, on est bien sur un sujet de complémentaire santé d'entreprise. D'accord. On a entendu, mais il y a une part à partir du moment où il y a une part des salariés qui ne sont pas forcément adressés par la médecine du travail, on le voit, hein, c'est un des constats des différents rapports. Il y a dans votre rapport, Bruno, et avec Charlotte Lecoq et Henri Forest, vous aviez porté, et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, le fait qu'un certain nombre de services de la médecine du travail puissent être proposés par des médecins généralistes.
par rapport à l'égard, par exemple, des salariés, des particuliers employeurs. On voit bien que les lignes bougent et potentiellement, ben, à l'avenir, potentiellement des acteurs pourraient aussi prendre une part d'activité des services de santé au travail pour des services qui ne sont pas couverts par les services, quoi. Enfin, je sais pas, je suis très clair là, mais voilà. Sophie, non, non, là-dessus ouais, ouais, ouais. C'est bon, je suis là. Ouais. Oui, voilà, non, ou Maria, enfin, sur le côté, ces lignes qui bougent, dans quelle mesure, pour parler clair, dans quelle mesure, entre guillemets, il y a un marché des salariés non adressés par la médecine du travail qui peuvent être pris par un certain nombre d'acteurs, dont des assureurs, dont d'autres, etc., avec des pools de médecins salariés. Oui, mais aujourd'hui, enfin, c'est des choix politiques. Aujourd'hui, on ne peut pas aller vers ça. Enfin, je ne vois pas là. Non, je crois que. Ah, pardon, Michel, je vous laisse parler. Oui, je voulais dire que ce que vous proposez semble une évidence que l'on puisse proposer à des personnes qui n'ont pas du tout accès à une solution palliative, mais ce que on se méfie, que cette solution palliative devienne la norme pour Paris, région parisienne, parce que pour l'employeur, c'est une solution de facilité, ça contraint la consultation à un temps important, le salarié est sur place, donc on va voir combien de temps il passe à consulter. Enfin, il y a tous ces problèmes de confidentialité qui peuvent se poser. Quand c'est une situation où contre rien, on a quelque chose, le quelque chose est toujours mieux que le rien, mais quand en temps normal, on a une prestation que l'on essaie de maintenir de qualité avec des examens et un contact physique, on a peut-être à y perdre. Michel, vous avez. Oui, je pense que si vous lisez les recommandations du rapport, il faut aussi faire de la combinatoire sur ces moyens nouveaux et quelques recommandations. Par exemple, quand on suggère des installations dans des maisons de santé, pourquoi pas une cabine, de téléconsultation, et on voit que là on peut, peut-être sur un territoire éloigné, mal desservi, où l'offre médicale est comment, je ne sais plus comment vous avez dit, déficitaire. Sous-dense, pardon. Oui, c'est le terme. Dans une combinatoire, on voit que avec, si on croise ces moyens, on peut apporter une réponse intéressante, y compris, avec une proximité, d'une offre médicale complémentaire en termes de consultation à proximité. Donc, je pense que là-dessus, il y a des réponses intéressantes. Je vais juste répondre aussi, parce que vous avez tendu une perche sur l'ouverture clairement sur l'ouverture concernant, la médecine, médecine de ville, médecine du travail. Donc, il y avait déjà eu dans la loi de 2011 une ouverture limitée sur le particulier et encadrée sur le particulier employeur. On l'a mentionné on a mentionné dans le rapport la possibilité de continuer à réfléchir et peut-être à ouvrir sur certains types de populations où on améliorerait peut-être probablement la surveillance médicale. Je crois que, entre un salarié d'une entreprise industrielle où il y a du traitement de surface et un salarié qui est dans une boutique, même si la crise du Covid montrait des choses, mais que sur le plan de la prévention et de la santé au travail, qui certainement nous amène à réfléchir de façon plus large. Je pense qu'il y a des choses intéressantes, des possibilités en tout cas d'apporter une réponse meilleure que rien du tout, en sachant que, je reviens là-dessus, sur le problème de la démographie médicale, de toute façon, est un problème quasi insoluble. En tout cas, c'est un sujet qu'il faut prendre à peu près à 10 ans. Et que clairement, il n'y a pas, personne n'a de réponse, n'a de baguette magique là-dessus. On avait essayé de traiter le problème quand j'étais conseiller de Xavier Bertrand et de mettre plus de postes au concours. C'était très long, des discussions avec les doyens de faculté. On a réussi à augmenter un petit peu facilement d'une trentaine de postes, mais simplement au concours,
il y avait, on a très vite vu qu'il y avait un sujet d'attractivité, puisque les postes n'étaient pas pourvus. Donc, ça renvoie à beaucoup d'autres questions qui sont en interaction avec, d'ailleurs, sur la médecine du travail, mais moi, je pense de façon plus générale sur la médecine de prévention, ce qui se passe à l'éducation nationale. Je pense que là-dessus, il y a beaucoup de choses à mon avis, à décloisonner. Merci Bruno. Anne-Michel, quand on a préparé l'entretien, vous m'avez parlé d'un exemple qui me paraît intéressant pour souligner en fait, dans quelle mesure les lignes bougent, en parlant des cabines de télémédecine. Pour parler d'elle, il y en a plusieurs sur les acteurs de marché, mais H4D, que vous avez vu dans une entreprise où vous intervenez, hein, c'est bien ça, qui était installée à l'initiative de la direction dans la conciergerie de l'entreprise, et à un moment, donc les salariés y allaient à titre personnel, enfin en tant que salariés, mais y allaient dans une démarche de santé générale. Et dans quelle mesure, à un moment, on vous a proposé de dire, dans quelle mesure la médecine du travail, on pouvait vous mettre dans la boucle, vu que la machine faisait du diagnostic. Quelle a été votre réaction par rapport à ça? Alors évidemment, c'est tout à fait tentant de la part de l'entreprise qui a investi dans ces cabines, qui, pour nous, l'avantage par rapport à la téléconsultation un peu sauvage que l'on a vécu, à l'avantage de pouvoir réaliser la prise de tension, l'examen visuel, éventuellement un électrocardiogramme. Donc, c'était tout à fait tentant de proposer un service en santé au travail. Mais il y a quelques petits écueils tout de même. C'est que la cabine doit être dans un endroit confidentiel, c'est-à-dire que peut pas être à côté du DRH pour savoir quel est le temps que le salarié va passer dans la cabine. Et il y a aussi une notion de nettoyage de la cabine et entre chaque patient. Et la crise du Covid met bien l'accent sur ce côté important, c'est-à-dire que la cabine est un endroit confiné et il faut nettoyer la cabine chaque fois que quelqu'un s'en est servi, a mis ses mains partout et a respiré à l'intérieur. Donc il y a un petit côté faisabilité sur la confidentialité et sur le nettoyage et la sécurité de la cabine qui posaient problème et qui ne sont pas résolus. Ce que l'on aimerait en santé au travail, c'est que cette problématique de téléconsultation soit encadrée. Et nous avons confiance dans la suite du rapport et Madame Lecoq qui se repose la question de la santé au travail et qui souhaite pouvoir sortir une loi en début de l'année prochaine. Et nous souhaitons que cette téléconsultation soit encadrée, qu'elle est encadrée dans la consultation de ville, mais les textes de santé du ministère de la Santé ne sont pas les textes du travail, puisque c'est le ministère du Travail qui nous gère. Donc, on a besoin d'avoir un encadrement. La santé au travail est très encadrée par les textes et on a besoin que ce soit noté dans quelles conditions on le fait, comment on le fait. Parce qu'il y avait aussi les conseils de l'ordre qui nous avaient dit qu'on ne pouvait pas faire une primo-téléconsultation, c'est-à-dire qu'on devait connaître les salariés absolument avant de pouvoir les téléconsulter. Et ça nous a aussi un peu bloqués pendant la crise du Covid. Mais on a eu une possibilité de faire des premières consultations. Mais n'empêche que cette demande du conseil de l'ordre va revenir pertinente après le 11 juillet. Donc, on a besoin d'un encadrement et que l'on souhaite. Entendu. Merci. Sophie, Maria, il y a des questions, il y a, de façon récurrente, il y a une question qui est sur dans quelle mesure il y a la faible utilisation de la téléconsultation, hein, globalement, dans quelle mesure il y a eu une augmentation forte pendant la crise épidémique, mais dans quelle mesure le soufflet va retomber ou pas, hein, dans quelle mesure on va convertir, donc Sophie ou Maria là-dessus. C'est peut-être un rendez-vous pour un prochain webinaire. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on va suivre de près et sur lequel, c'est pour ça qu'on tenait vraiment à organiser cette visioconférence. C'est que c'est important de s'emparer du sujet ensemble pour vérifier qu'on n'invente pas des choses formidables et qui servent à rien. Voilà. On a ce souci d'utilité, de feedback, de vérification de l'utilité de l'usage de ce qu'on propose et de le faire évoluer. On n'a pas le temps d'en parler là, on peut pas parler de tout,
mais même la téléconsultation médicale, entre les débuts et aujourd'hui, ça a la façon d'accueillir les personnes, la possibilité d'avoir par transmission de l'appel un complément de consultation avec un spécialiste. Tout ça, ça s'est amélioré et il nous tarde d'avoir les retours là-dessus. Bien sûr, des salariés que nous rencontrons dans les entreprises et des représentants des salariés, que ce soit dans les conférences et puis aussi, on les rencontre même dans les salons des comités d'entreprise à de multiples occasions. Et donc, merci Miroir Social d'avoir organisé ce temps parce que ça fait partie de ces moments importants pour nous. Entendu. Mais je pense aussi, Maria, allez-y. Non, Sophie a très bien résumé. Entendu. Non, mais parce qu'on parlait, par exemple, la question a été posée du DMP. Vous en avez tous plus ou moins parlé, du dossier médical partagé. Ça fait, je sais pas, 20 ans, 30 ans qu'on en parle. Et dans quelle mesure le frein, il n'est pas technique, en fait. Il est loin d'être technique. Oui, aussi technique, oui. Il est technique, mais enfin, dans quelle mesure, souvent, c'est un prétexte. Et dans quelle mesure c'est la chaîne de coordination du parcours de soins entre, quel que soit mon interlocuteur, que ce soit un médecin généraliste, un médecin d'AXA dans le cadre de mon contrat santé, que ce soit mon médecin du travail, etc., toute la chaîne, qu'elle soit mieux coordonnée, etc. Enfin, dans quelle mesure il y a de l'outil, ça sous-entend de l'outillage, mais ça sous-entend aussi de lever des silos qui existent et qui sont assez propres peut-être au système français. Anne-Michel, vous parlez du cadre, des textes. Dans quelle mesure, du côté moi, je vous lance une petite pierre là-dessus, du côté de la médecine du travail, les textes sont peut-être un peu lourds aussi. Ça manque aussi de flexibilité. Je comprends qu'il y a des contraintes, des règles éthiques et déontologiques à garantir, mais pour autant. Je ne suis pas sûre que actuellement la médecine a plutôt été déréglementée en donnant beaucoup d'opportunités. Enfin, on a permis aux infirmières de travailler, on a permis aux infirmières, on a ouvert les visites à tous les 2 ans, maintenant tous les 5 ans. Ça n'a pas réglé les problèmes pour autant, donc c'est pas forcément la solution. Et j'espère que Charlotte Lecoq trouvera une autre solution. Oui, moi, ce que je me permets de… Michel, Pour revenir au détail, qui est-ce qui l'ouvre? Parce que c'est le salarié qui doit l'ouvrir, c'est le patient qui doit l'ouvrir. Je crois qu'on n'est pas nombreux à avoir ouvert son… Exactement. Non, si on parle de téléconsultation et de l'offre de services, des services de santé au travail, il y a un vrai sujet de très grande hétérogénéité. On a parlé de l'interopérabilité, mais il y a aussi une énorme hétérogénéité de cette offre de service. Aujourd'hui, faites le tour de France, ça va donner un camailleux assez extraordinaire sur la nature de cette offre de service. Et je pense que là-dessus, il y a à travers la réforme à venir, il y a vraiment une question de plus grande homogénéité, et de plus grande lisibilité de cette offre de service. C'est un peu ce qu'il y a aussi dans le rapport qu'on a coécrit avec Charlotte et Henri Forest. Merci Bruno, merci Anne-Michel. Mot de conclusion. Sophie, tu as commencé un peu par un mot de conclusion, mais je t'en relaisse un autre. Et Maria, pareil. Merci à vous, à AXA, d'avoir porté cette première visio. Merci, c'était intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous, merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre participation dans la salle. Vous recevrez un compte-rendu à l'issue qui sera réducteur, mais il y a le replay de toute façon qui est en accès libre par défaut pour l'ensemble des participants, et pour ceux qui voudraient venir après, il suffit simplement de remplir son mail et vous accédez à la visio. Merci à tous les 4 et bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir.